Pour un sujet tout à fait passionnant, car vous le savez que depuis quelque temps, nous voyons la cybercriminalité devenir de plus en plus dangereuse, menaçante, non seulement pour les individus, mais pour les entreprises, pour les secteurs, les acteurs du secteur public. Et nous voyons aussi se développer une forme de cyberisation de la société. On l'a vu la dernière fois quand on a fait notre petit déjeuner ici, avec le cyber qui devient aussi un outil pour les criminels qui agissent dans le monde réel sans, comment dirais-je, sans viser le système lui-même comme cible, mais en utilisant ce système pour faciliter leur opération. Et un point qui est très important aujourd'hui, c'est non seulement l'apparition de l'IA, on l'a vu ces jours derniers, avec Jacques Truffert, une IA qui, pas toute seule, mais a mis en place un système de rançon officielle particulièrement dangereux. On voit bien que cette IA est en train d'aider les délinquants, et on voit aussi se manifester une convergence entre l'IT et l'OT, c'est-à-dire en fait entre l'informatique de gestion et l'informatique opérationnelle, et cette jonction qui est souvent liée au fait que les systèmes ne sont pas forcément toujours bien séparés, on n'a pas forcément une informatique à plat, on n'a pas forcément des systèmes qui évitent justement cette porosité entre l'une et l'autre, et on a aussi des systèmes qui sont anciens, des systèmes qui sont patchés, des systèmes qui sont peut-être moins résistants à des cyberattaques. Et donc cette question justement de l'informatique opérationnelle, l'outil, est au cœur de notre petit déjeuner de ce matin. Petit déjeuner qui va se dérouler avec nos amis d'Exatrust qui représentés ici par Olivier Morel et je salue également Dorothée de Croc ici présente. Avec Exatrust, nous réfléchissons ensemble sur ces enjeux justement de l'informatique opérationnelle, et avec cette idée que, et ça sera développé notamment par Olivier, seul on ne peut pas trouver de solution réelle à cet enjeu, mais qu'en fait à plusieurs entreprises travaillant ensemble sur un même projet, dans un même groupe de travail, et Olivier le présentera tout à l'heure, eh bien on peut apporter déjà des réponses à l'enjeu qui se présente devant nous. Voilà, donc merci à vous les intervenants que Mélissa va présenter. Merci d'être parmi nous, et je pense que votre expérience va être tout à fait enrichissante par rapport au débat. Mélissa, si vous voulez bien présenter nos amis. Merci donc à tous les quatre d'être là. Donc, nous avons la chance d'avoir Vincent Séreux qui est directeur associé chez Adamante Cyber. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la cyber-outil. Nous avons Loïs Samin qui s'occupe de la stratégie cyber de la RATP qu'on ne présente pas. Hélène Bernardini, vous avez œuvré pendant 6 ans chez Lactalis, mais vous prenez votre envol depuis quelques temps en tant que formatrice et vous faites de la sensibilisation dans la cyber-outil. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure, et Olivier, avec qui je vais donner la parole rapidement, donc qui est trésorier chez Exatrust, mais également directeur général de Snowpack. Snowpack était également lauréat du prix de la start-up du forum il y a 2 ou 3 ans. En 2024, oui. 2024. Oui, alors juste un mini teaser de ce qu'on dira, parce que je ne vais pas tout raconter avant, mais effectivement. Que ça ferait un bon sujet pour aujourd'hui. Adamante Cyber est un membre d'Exatrust, entre autres, donc Vincent est aussi là en tant qu'expert du domaine. Et puis on travaille actuellement à un livrable qui sera disponible à la rentrée des classes en septembre, et qu'on distribuera comme on a distribué d'autres livrables sur le Zero Trust et les plateformes collaboratives au Forum InCyber notamment. Voilà. Peut-être que pour commencer, le mieux c'est peut-être qu'on commence par un état des lieux général de ce qui nous amène aujourd'hui
tu nous disais pendant la préparation que l'ANSSI évoque une augmentation massive des cyberattaques d'ici 2030. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années et pourquoi on parle autant de cyber-OT? Oui, alors effectivement, dans le panorama de la cybermenace 2025, qui sort début 2026, Vincent Strubel commence par un chapitre introductif en exprimant le fait que les cyberattaques dites hybrides, qui sont donc des attaques cyber qui ont un impact physique dans le monde réel, hein, donc typiquement arrêter perturber le fonctionnement d'une usine par une attaque cyber, commencent à être de plus en plus importantes et vont continuer d'augmenter jusqu'à 2030 parce que c'est devenu vraiment un enjeu très stratégique pour les groupes cybercriminels, souvent étatiques accessoirement, et parce qu'il y a des gains intéressants puisqu'on peut arrêter une production et on peut avoir des impacts très forts. Donc aujourd'hui, il y a une alerte de l'ANSSI très forte sur ces attaques hybrides. C'était déjà le cas l'année dernière en 2025 sur le panorama de la cybermenace 2024, dans lequel l'ANSSI alertait aussi sur une recrudescence d'attaques sur les petits industriels, les PME, les TPE, PME, ETI industriels, qui étaient souvent la supply chain de plus gros et qui étaient particulièrement visés par les attaquants pour plusieurs raisons, qui peuvent être des raisons évidemment financières, puisque finalement peut-être qu'une industrie critique a plus d'argent à mettre pour payer une rançon par exemple que ne l'aurait un hôpital ou une collectivité. Et accessoirement, il y a une évolution des systèmes industriels qui se traduit par peut-être une facilité pour les attaquants de les perturber. Et donc l'évolution dont on parle, enfin les évolutions dont on parle, elles sont liées à l'évolution du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, les systèmes industriels qui étaient peu ouverts jusqu'à il y a quelques années, mais Loïs et Hélène en parleront aussi, se sont beaucoup plus ouverts ces dernières années, depuis le Covid, mais déjà avant, pour des opérations de télémaintenance, télétravail, donc accès distant sur les environnements industriels, et pour de la remontée de données type télémétrie vers l'extérieur. Donc ces deux éléments font qu'on a ouvert les systèmes industriels sur Internet, et à partir du moment où on a fait ça, on a créé plein d'opportunités pour des attaquants de rentrée. Donc il y a une recrudescence, une surexposition, je dirais, des assets industriels. Ces assets, accessoirement, ils sont souvent connectés, donc le monde de l'OT est souvent connecté au monde de l'IT à travers des mécaniques réseau qui ne sont pas forcément bien segmentées, où on n'a pas forcément, je dirais, une étanchéité entre les différentes zones industrielles et les zones IT classiques. Et accessoirement aussi, ces zones IT classiques sont souvent obsolètes, c'est-à-dire pas patchées, pas à l'état de l'art des règles de sécurité, parce qu'elles sont plutôt calées sur les cycles de vie qui sont ceux des systèmes industriels, qui ne sont pas du tout les cycles de vie qui nécessitent une mise à jour Windows tous les 3 jours, parce que ça va arrêter la production, ça va la perturber, etc. Donc la surexposition, le legacy exposé, c'est-à-dire les systèmes obsolètes, sont des enjeux, sont des axes facilitant les cyberattaques sur ces systèmes-là, en plus de l'actif stratégique que représentent ces systèmes. Donc les cyberattaquants, les groupes cybercriminels, qui effectivement maintenant sont beaucoup liés à des États. Il y a une étude de l'ENISA de cette année qui indique que 75% des attaques sur les systèmes industriels critiques sont liées à des États, attribuées ou liées à des États. Et donc il y a aussi un contexte géopolitique qui permet finalement de déstabiliser un État, un pays, une organisation, en attaquant finalement les industries critiques, l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, etc. On l'a vu dans les conflits ukraino-russes, Iran, États-Unis, où il y a vraiment des impacts qui sont faits à ce niveau-là. Donc voilà, tous ces éléments font qu'il y a une recrudescence d'intérêt pour la cyber-OT. Merci Olivier pour cette introduction. On va noter effectivement le caractère hybride, vous l'avez dit, parce qu'à la fois on est dans le domaine numérique, mais en même temps on a des conséquences réelles. On le voit notamment au travers des SCADA, des systèmes de contrôle d'acquisition de données. Par exemple, quand on est producteur d'eau potable, eh bien, on reçoit de l'eau qui est une eau impure, et progressivement, avec des capteurs multiples et variés, des capteurs de plus en plus reliés sur Internet, sur le réseau. Donc en fait, c'est au travers notamment aussi de ces capteurs que le système devient plus, comment dirais-je, plus vulnérable. Donc, vous avez parlé aussi de cette croissance dans les années à venir, et je crois qu'il y a un vrai facteur géopolitique. On le voit bien avec les conflits que nous connaissons en ce moment. Il y a des États qui ne manqueront pas, ils le font déjà bien, ne manqueront pas de faire des cyberattaques sur l'informatique opérationnelle. Et donc, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet parce que je crois que cette informatique opérationnelle, les outils qui sont mis à notre disposition sont souvent anciens. On a du mal à les arrêter et on va les patcher, c'est-à-dire les patcher, les repatcher, les surpatcher.
et donc ça les rend peut-être un peu plus vulnérables. Alors, justement, on va se poser une question à notre ami Loïc de la RATP. La RATP, on pourrait dire la même chose pour la SNCF. Il y a énormément de scandales, les aiguillages, tous les systèmes qui fonctionnent justement pour faire rouler et circuler nos trains, nos rames. Tous ces systèmes-là sont extrêmement vulnérables. Alors, Loïs, on voit que l'OTI a pris du retard sur l'ITI. Finalement, comment on peut compenser? Comment, dans une entreprise importante comme la RATP, comment procédez-vous pour justement améliorer la sécurité de cette informatique opérationnelle? Déjà, bonjour à toutes et à tous. On m'entend pas? Oui. Ça marche, oui? Je sais pas. Ça marche? Oui, ça marche. On m'entend? Oui, non? Ah. Je me disais, je m'entendais pas en On va se voir. 1, 2, 3. Ça marche pas, là? Bon. Et là? Bon. Non plus? Bon, ben. Ça marche pas? Il faut le mettre là comme ça. On peut vraiment faire comme ça? Là, c'est mieux? Non? Et là, comme ça, vous m'entendez? Et avec celui-là. Bon, bah, on verra si ça fonctionnera mieux. Ouais, voilà. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, pour répondre à la question, en fait, le monde industriel, finalement, a vécu pendant très longtemps sur des systèmes qui étaient totalement cloisonnés, sur des systèmes qui n'étaient pas industriels. Aujourd'hui, on était plutôt sur du hors-série, on était sur des fonctions, finalement, qui n'étaient pas digitalisées. Depuis pas mal d'années... je pense que ça va mieux. Depuis pas mal d'années, concrètement, comme t'expliquait Olivier, on a finalement ce monde qui se connecte de plus en plus. Donc en fait, c'est pas finalement un retard volontaire, je dirais, c'est qu'en fait, on est vraiment parce que le monde industriel aujourd'hui n'avait pas du tout les mêmes enjeux. Aujourd'hui, on a besoin de remonter de la donnée pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, on a besoin d'avoir de l'optimisation, enfin, plein de sujets qui finalement démontrent le besoin d'interconnecter nos systèmes. Alors finalement, je dirais, ce que je dis souvent, c'est que le monde, et je ne parle pas que pour la RATP, globalement, parce qu'on échange notamment pas mal entre pairs, et dans mes vies passées, en fait, on a peut-être du retard, mais finalement, les métiers comprennent finalement assez rapidement les enjeux, notamment autour de l'industriel. Ça veut dire que les premiers enjeux aujourd'hui qu'on a, c'est l'inventaire. Aujourd'hui, c'est finalement, avant de savoir finalement ce qu'on doit faire, c'est maîtriser finalement ses actifs. Et donc, on a plusieurs étapes finalement de démarche pour un peu avancer tout ça. Donc voilà, donc finalement c'est faire comprendre au métier l'importance quand on interconnecte ces systèmes de la sécurité, de sécuriser ces différents éléments, et puis étape par étape finalement dire voilà, on commence à faire l'inventaire, on commence à mettre en place des procédures qui sont finalement réalistes opérationnellement. Donc voilà, donc finalement on a du retard, mais ce que je pourrais dire c'est que les métiers sont plutôt assez volontaires pour avancer, parce qu'ils comprennent finalement que les enjeux en termes de cyber, c'est aussi des enjeux de sûreté de fonctionnement. Et que concrètement, on a du retard, mais ça avance. Olivier, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de l'impact que ça a dans le monde réel? Justement, on a tous en tête Jaguar, le réseau électrique polonais qui a été également attaqué. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de concrètement ce que ça a impliqué? Oui, il y a ce qu'on a vu récemment. Alors, il y a ce qu'on a vu depuis longtemps, mais on ne va pas reparler des attaques qui ont été faites il y a 10 ans, etc. Récemment, là, effectivement, pour illustrer ce que dit l'ANSSI, Jaguar Land Rover a été très médiatisé. C'est une attaque qui a créé en Angleterre 5 semaines d'arrêt de production, qui a coûté presque 2 milliards d'euros, qui a touché 5000 entreprises. Et cette attaque, elle a montré quelque chose qu'on va retrouver dans les autres attaques que je vais évoquer, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été utilisés comme vecteurs d'attaque, et on n'est pas arrivé par un angle et on a tout cassé. On a exploité beaucoup de failles, et je reviendrai sur ce point-là. On a vu d'autres attaques en fin d'année, effectivement, sur le réseau électrique polonais. Alors, le réseau électrique polonais, c'est une attaque qui a été officiellement attribuée par une étude de chercheurs DZ à un groupe cybercriminel russe qui s'appelle Sandworm, et ce même groupe avait déjà bien déstabilisé l'Ukraine sur des attaques similaires les années précédentes dans le cadre du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. On a vu également la compagnie des eaux danoise fin décembre dont les canalisations ont été perturbées, donc le réseau électrique polonais, la compagnie des eaux danoise, et récemment encore en février-mars
réseau d'oléoducs polonais, la compagnie Compet, qui a aussi également été perturbé par une cyberattaque qui a été aussi attribuée probablement à des attaquants de la même nationalité que j'évoquais juste avant. En fait, dans toutes ces attaques, qu'est-ce que ça nous apprend? C'est qu'à chaque fois, on a eu une combinaison de plusieurs éléments qui ont permis aux attaquants de rentrer, de perturber. Donc il y a un élément clé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une attaque cyber qui a un impact physique, perturbation de l'eau, du réseau électrique, de l'oléoduc, etc. Plusieurs vecteurs où on a une exploitation systématique d'accès distant, donc le fait que les sites soient ouverts, les attaquants rentrent par des systèmes legacy vulnérables parce que obsolètes, pas à l'état de l'art, etc. Donc c'est un petit peu facile de rentrer, mais ça suffit pas. Derrière, ils vont compromettre des comptes, donc peut-être par une sensibilisation mal faite, ou en tout cas du phishing classique sur les utilisateurs qui travaillent dans les environnements industriels. Aussi de la latéralisation, c'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré à un premier niveau, comme j'ai pas de segmentation entre mon IT et mon OT, ou que j'ai pas forcément mis des diodes de partout, etc., je vais pouvoir rebondir et accéder quelque part. Et enfin, je vais exploiter, dans certains cas, un niveau de sécurité qui est discutable sur des protocoles qui sont peut-être un peu anciens. Je pense que Vincent pourra en parler, en tout cas dans ses audits qu'il fait, avec des systèmes qui n'ont pas été pensés à l'époque, pour les raisons qu'évoquait Loïs, pour intégrer de la sécurité by design. Donc ces attaques, elles apprennent qu'on peut faire mal physiquement avec des attaques cyber, qu'on n'est pas juste passé par un chemin et on a tout cassé, c'est qu'on a utilisé beaucoup de combinaisons qui systématiquement sont finalement les éléments qui ont été vus dans le post-mortem de l'attaque sur l'écosystème dans lequel les attaquants sont rentrés. Et puis le dernier élément qu'on en retient, c'est que ces environnements critiques, ces infrastructures critiques, c'est-à-dire l'énergie, l'eau, le pétrole, etc., sont des actifs extrêmement intéressants d'un point de vue géopolitique quand un État veut en déstabiliser un autre à travers une cyberguerre. Donc tout ça fait que dans ce qu'on voit tous ces temps-ci, il n'y en a peut-être pas tous les jours, ou probablement que si, il suffit de regarder un petit peu l'actualité, mais en tout cas celles que j'évoquais sont des attaques qui ont été assez médiatisées et dont on peut parler aujourd'hui parce qu'il y a un post-mortem, donc sans qu'on dise trop de bêtises, sur l'analyse de l'attaque et les raisons de comment ils sont rentrés et quel a été l'impact réel. Merci Olivier. Quand on parle d'outils et quand on parle des escadages jusqu'à maintenant, on pensait à la continuité de l'action, il ne fallait pas que ça s'interrompe, il fallait que ça puisse fonctionner H24. Et puis là, on commence à voir apparaître une autre exigence, c'est l'exigence de cybersécurité. Alors Loïs, ça peut être quelqu'un d'autre aussi après. Comment ça impacte les métiers? Comment cette nouvelle exigence, en quelque sorte, est en train de transformer le métier de ceux qui sont habituellement dédiés à l'informatique opérationnelle? Ça transforme quand même pas mal les façons de travailler, notamment des métiers en termes d'impact. Alors déjà, il y a un vrai sujet de fond, c'est que déjà le digital transforme beaucoup la façon de travailler. Aujourd'hui, on a maintenant dans des systèmes industriels, on commence à pousser des sujets de certificats, on commence à avoir des sujets de MCS, de patching régulier, qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Donc finalement, aujourd'hui, les métiers eux-mêmes, finalement, se transforment rien qu'avec le digital. Concrètement, j'ai passé 10 ans dans l'énergie avant et c'était à peu près les mêmes problématiques. Finalement, c'est quand on va mettre un nouveau système industriel, dans les barrages avant par exemple, quand on mettait un nouveau système, un système autour de ça, on avait des vieux systèmes où maintenant on commence à digitaliser, on commence à avoir des actions pour pouvoir finalement interagir avec eux d'un point de vue à distance, notamment pour les systèmes de conduite. Et donc finalement, déjà, les métiers se transforment dans leur fonction. Un exemple très simple, des machines virtuelles dans des usines, c'était quelque chose qui n'existait pas. Tout le monde avait un peu la main sur son équipement directement. C'était des automaticiens qui faisaient ce travail-là. Le métier change. Ensuite, finalement, quand on ajoute la cybersécurité là-dessus, on a déjà un vrai sujet de fond, c'est comment finalement on ne va pas freiner le métier. C'est un vrai sujet, c'est qu'on ne fait pas de la cyber pour de la cyber, comme j'aime le dire. On fait de la cyber pour répondre à un besoin métier aujourd'hui. Donc le vrai travail, c'est finalement, c'est pas venir de la cyber en descendant en disant voilà, vous devez patcher tous les jours, vous devez revoir tous vos systèmes. Ça fonctionne pas, ça fonctionne peu. C'est plutôt d'accompagner le métier en disant voilà, vous avez un nouveau projet, comme un projet SI finalement, un système qu'on va mettre en place, un nouveau système d'information qui interagit avec des processus industriels. Ça va être une démarche un peu classique d'analyse de risque, d'homologation potentiellement de ces systèmes, et finalement les accompagner. Et en termes d'évolution, on a finalement des fonctions un peu nouvelles. On commence à penser à alors on
j'en parlais tout à l'heure, on ne va pas parler du modèle pur du, mais on a les systèmes industriels, donc les automates, mais après on a de l'OT, de Operation Technology, mais après on a de l'IT for OT, par exemple les postes de travail, les systèmes qui permettent de mettre à jour ou de faire de l'Active Directory potentiellement sur des périmètres très fermés. Et donc finalement, c'est toute une évolution du métier qui apparaît et qu'il faut donc finalement accompagner en déjà s'assurant que les préconisations de mesures de sécurité vont être pragmatiques et répondre à un besoin opérationnel. Et puis ensuite, c'est de travailler avec eux sur des processus. On parlait par exemple de problématiques de mise à jour. On ne va pas dire on met à jour, on va arrêter son système, on va mettre à jour le système. Non, on va contextualiser. On va voir par exemple avec une vision, c'est Carnegie Mellon qui avait proposé cette méthodologie il y a plusieurs années, qui commence à émerger cette vision d'analyse par cycle. En disant, voilà, peut-être, si on prend l'exemple des patchs, se dire, voilà, on va analyser votre patch, est-ce que votre patch il est critique, pas critique? S'il est critique, parce qu'il y a une vulnérabilité qui est exploitée dans un système qui est plutôt exposé, et on va réfléchir en disant, est-ce qu'on fait du cloisonnement, du virtual patching, est-ce qu'on va forcer le patching en faisant finalement une analyse et donc se disant comment on va le traiter, est-ce qu'on peut arrêter le système, on ne peut pas l'arrêter. Si c'est pas finalement si critique en contextualisant parce que le système n'est pas exposé, il y a des mesures de protection en amont, peut-être intégrer ça dans un cycle de 2 mois et d'intégrer ça dans un processus de maintenance. Voilà, donc il y a toutes ces adaptations qu'il faut faire, mais il faut vraiment accompagner le métier. Le point vraiment important à voir, il ne faut pas venir du haut en disant nous, le monde de l'IT, etc., vous devez faire comme nous. C'est plutôt s'adapter sur les processus existants, sinon ça ne marche pas. Merci beaucoup, Loïs, pour cette intervention. On voit bien qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelques années, je parlais du forum à un grand opérateur de l'eau, je ne dirais pas son nom, et il m'a dit « je ne suis pas concerné ». Bon, et je l'ai revu il y a 3 jours, 2 jours exactement, il m'a dit « on est en plein dedans, c'est vraiment notre problème ». Donc la prise de conscience, elle est là, je crois, et on le voit bien dans tous les domaines. La notion de cybersécurité monte au niveau du commerce, tout le monde est convaincu que le risque cyber peut être un risque fatal pour l'entreprise, pour l'organisation. Alors, c'est bien de le croire, mais il faut passer à l'action. Et passer à l'action en se disant, bon, de toute façon, c'est un peu ce que disait Guillaume Poupard, ce qui est certain, c'est qu'on sera attaqué, la seule question qui se pose, c'est quand. Et donc, aujourd'hui, adopter une posture de résilience, c'est-à-dire une capacité d'absorber un choc et de revenir à l'état normal. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le mot clé aujourd'hui, résilience, qui revient. Alors, pour comprendre, pour connaître, Hélène, le phénomène, le risque cyber, dans les entreprises notamment, dans ce qu'il y a d'outils, finalement, c'est quoi? C'est un audit ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin? Quelle est finalement la bonne méthode pour vraiment prendre conscience des enjeux? Alors, je ne sais pas si ça marche. Faut le connaître. On peut parler. Pour moi, effectivement, l'audit, c'est un axe, mais le meilleur moyen de comprendre comment on peut sécuriser de l'outil, c'est de chausser ses chaussures de sécurité et son casque. C'est pas très saillant toujours, mais ça marche. Pour aller comprendre le fond des process et aller voir les opérateurs sur ligne, aller expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on cherche à faire à leur côté. Vraiment, alors Loïs parlait de contexte. Là, pour le coup, il faut vraiment le décortiquer, le contexte et le process de bout en bout, parce qu'en fait, côté OT et côté IT, et côté cyber en particulier, on a exactement le même vocabulaire. On parle de disponibilité, on parle de performance, c'est 2 mots-clés qui sont dans la bouche des industriels au quotidien, parce qu'ils n'ont pas uniquement peur que ça s'arrête, ils ont aussi peur que ça ne produise pas à la cadence nécessaire, notamment dans les industries avec des hautes cadences. Parce que c'est du chiffre d'affaires en moins, parce que ça nécessite des évolutions sur le personnel, il y a tout un tas d'impacts. Cette convergence IT-OT, elle est essentielle parce qu'en cas d'attaque, en fait, on ne fera rien seul. Nous, côté cyber, avec la meilleure volonté, la meilleure technicité, les meilleurs réflexes, on ne connaîtra jamais l'usine aussi bien que le directeur d'usine ou que le responsable d'exploitation. Et de l'autre côté, le responsable d'exploitation, il n'aura pas forcément les bons réflexes, même si on l'a bien sensibilisé avant, même si
on a travaillé avec lui. Et donc, effectivement, il faut inscrire la cyber dans un cycle au même titre que la safety. Tous les jours, une usine se pose la question de la santé, la sécurité des biens et des personnes. La cybersécurité devrait être un axe qui est pris en compte de la même façon. Justement, Vincent, vous constatez chez vos clients qu'elle n'est pas pensée dès le départ. Pourquoi on en est encore là aujourd'hui et à quel moment du cycle on doit l'intégrer, la cyber? Oui, ça a déjà été dit, ça paraît assez évident pour moi, mais intégrer la cybersécurité au niveau de la conception du système, c'est quelque chose d'important. Quelque chose qu'on voit aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'existe pas. La cybersécurité, c'est tout au long du cycle de vie du système, donc, y compris pendant l'exploitation de l'usine et des opérations. Mais en termes de projet, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas encore suffisamment, je trouve, dès la conception du système. Pourquoi? Après, il y a certainement plusieurs raisons. Déjà, c'est pour moi pas tout à fait le même type de projet. Et tout à l'heure, il a déjà été évoqué que c'est vrai qu'on ne peut pas faire la cybersécurité dans son coin quand on est une équipe de sécurité ou quand on est responsable au niveau du groupe ou à la DSI. Et même chose, on ne peut pas faire ces projets dans son coin quand on est côté opérationnel et côté système industriel. Ces projets-là, on parle d'un terme qui est un peu générique, projet. Finalement, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas la même temporalité non plus. Quand on fait un projet de cybersécurité, quand on parle d'un audit, d'une analyse de risque, et même peut-être de l'intégration complète d'une stratégie de détection avec un SOC, etc. On parle de plusieurs semaines à plusieurs mois. Quand on parle d'un projet industriel, c'est plusieurs années. C'est pas toujours évident pour les équipes qui finalement vont faire la cybersécurité de s'intégrer dans ces projets-là. On le voit aussi d'ailleurs, même si on met en place tout un plan de sécurité au niveau de ces projets-là, quand on est finalement déjà intégré au niveau de ces projets-là, moi j'ai déjà vu beaucoup de projets où finalement on ne savait pas trop où intégrer dans le planning les actions en termes de cybersécurité, même si le plan de sécurité était très bien défini en amont. En termes de planning, tout au long du projet, ce n'était pas forcément évident pour les équipes projet qui, eux, vont dérouler leur projet, de l'intégrer. Après, il y a certainement d'autres raisons. C'est pas... En tout cas, pour moi, c'est clairement important parce que, comme il a été aussi mentionné, les systèmes sont opérationnels. C'est des systèmes qui ne sont pas évidents, sur lesquels on ne peut pas agir de manière très facile sans les impacter. Donc forcément, c'est quand même un petit peu plus simple quand c'est en phase projet, en phase de conception, en phase peut-être de plateforme si c'est possible, quand on peut les tester en amont. Ça, c'est des points qui sont importants, mais on ne peut pas toujours le faire non plus. Oui, Vincent, vous êtes souvent sur le terrain, et quand vous faites des audits, finalement, quelles sont les failles les plus graves que vous pouvez rencontrer? Quelles sont celles qui, finalement, vous font, non pas bondir, mais vous font dire, bon, là, il y a un vrai problème, ou alors ce sont peut-être des choses plus minimes, mais qui, ajoutées les unes aux autres, rendent le système beaucoup plus fragile. Effectivement, je crois que ce qui est le plus embêtant pour moi, c'est qu'on voit des failles, des vulnérabilités qui sont récurrentes. C'est peut-être ça le problème. Quelques-unes que l'on peut citer, donc, parce qu'évidemment, on en trouve beaucoup de différentes, mais je pense que la première, elle est sur la partie, je dirais, sur la portée organisationnelle, où quand on parle en fait de toute la partie mise en place des politiques, conception, tout à l'heure je parlais de conception, donc toute la partie documentation qui va définir finalement le plan de sécurité qu'on mettra en place sur un système. Quand on audite cette première partie, on s'aperçoit que si la documentation n'est pas claire, si les règles de cybersécurité ne sont pas bien définies pour la suite, on sait pertinemment qu'en termes d'audit technique, finalement, on retrouvera beaucoup de problèmes et des choses qui sont, dans ces cas, plutôt assez importantes, avec des mots de passe génériques, des comptes génériques, un durcissement qui n'est pas fait, plutôt que des vulnérabilités qui soient plus précises. Donc dès que la partie définition n'est pas faite, on sait très bien qu'en termes d'audit technique, on va avoir des soucis. Et ça dépend pas forcément de la taille de l'entreprise, parce que même pour les grands groupes, alors les politiques de sécurité existent, c'est pas du tout le point à ce niveau-là, c'est vrai que la maturité est un peu différente, mais parfois ces politiques de sécurité sont un peu moins applicables sur les systèmes, ce qui fait qu'on retrouve quand même des vulnérabilités qui sont dépendantes de cette partie-là. Après, deuxième point qu'on voit assez régulièrement malheureusement, et c'est peut-être un peu plus difficile sur la partie technique, c'est sur l'architecture. Globalement, le contrôle des flux, la segmentation, tout à l'heure, il a été dit aussi que la surface d'attaque augmente, et c'est totalement vrai, les systèmes sont de plus en plus connectés. Et donc ça demande forcément une architecture qui soit un petit peu plus précise, une segmentation et un contrôle des flux, du filtrage avec des pare-feux ou d'autres solutions. Et forcément c'est quelque chose qui n'est pas évident et en plus ça doit être maintenu. C'est pas simplement, tout à l'heure je parlais de conception, mais en fait en tout le cycle de vie du projet, il faut que ça soit maintenu. Donc parfois c'est très bien fait, mais il peut y avoir quelques règles qui malheureusement cassent un petit peu ou qui passent complètement la sécurité qui a été mise en place. Parfois ça a été très bien fait aussi, mais pendant le cycle de vie du système ou de l'usine ou des opérations, il y a eu des modifications. Et voilà, c'est une chaîne, globalement, dès qu'il y a un maillon qui est un petit peu plus faible, ça suffit finalement pour ouvrir un petit peu tout le système.
Et le dernier point qu'on voit assez régulièrement, quand on parle de système industriel, il y a quand même globalement souvent des intervenants extérieurs, des sociétés tierces de maintenance. Et effectivement, là, il y a aussi des points qui sont importants. Alors, on peut parler technique, on peut parler d'accès à distance, etc., mais on peut aussi parler contractuel. On voit régulièrement des sociétés extérieures qui interviennent sur ces systèmes-là avec des contrats qui sont peut-être pas suffisants. Donc on a finalement, souvent on se dit tiens, on a connecté, on a mis un tunnel, voilà, on a mis un VPN, ces sociétés peuvent se connecter, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font de l'autre côté. Au niveau contractuel, on ne l'a pas vérifié, au niveau audit, on ne l'a pas vérifié. J'ai déjà vu des sociétés qui notamment externalisent la gestion par exemple de leur pare-feu. Ces derniers temps, on a fait un audit où finalement la gestion était plutôt bien faite, la société qui s'occupait du pare-feu était très compétente, mais finalement elle n'avait aucune règle, elle n'avait pas de matrice de flux à appliquer, donc elle le faisait en fonction de ce qu'elle savait faire, elle le faisait plutôt bien, elle connaissait bien son métier, mais globalement ça ne suffit pas parce qu'il suffit d'une mauvaise règle, et c'était le cas, puisque ce n'était pas défini, et la sécurité était encore une fois vulnérable. Donc la partie contractualisation avec les entreprises tierces, c'est vraiment aussi un point qui est très important et qu'on retrouve souvent. Et également, vous parliez de règles. On a le Cyber Resilience Act qui est entré en vigueur. Là, les prochaines échéances, c'est septembre 2026, décembre 2027. À la RATP, ça change quoi dans votre façon de travailler avec les fournisseurs, dans le choix des équipements? Alors, je dis souvent que le CRA, on entend beaucoup parler de NIS2, mais je trouve que le CRA, on n'en parle pas assez parce que je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Enfin, nous, clairement, en termes de sujet, c'est un vrai sujet de fond. Alors, pour rappel, le Cyber Resilience Act, ce que ça amène, c'est ça oblige toutes sociétés qui vendent des produits en Europe finalement d'avoir certaines exigences en termes de sécurité et notamment de faire de l'analyse de vulnérabilité sur ces systèmes, de pouvoir communiquer, de mettre vraiment de sécurité autour de ça. Et ça joue, c'est un vrai sujet de fond. Chez nous, mais voilà, chez d'autres industriels, mais concrètement chez nous, ça joue beaucoup. Alors, nous, on a deux casquettes. J'ai pas présenté la RATP, mais tout le monde connaît bien sûr les métros en Ile-de-France. Mais on est le deuxième transporteur urbain mondial. On a 23 pays, on vend des produits, on achète, vraiment toute cette démarche globale. Donc, en fait, on peut le séparer déjà en deux parties. Déjà, pour ceux qui fournissent des solutions, je pense notamment à tous les fournisseurs, finalement, ça amène des exigences, déjà de remonter, d'avoir une chaîne de remontée d'incidents, de remonter aujourd'hui à une autorité européenne notamment, d'avoir tout un process de revue régulière, il y a toute une démarche un peu de standardisation de notre démarche en tant que fournisseur de produits, mais principalement, on est plutôt consommateur de solutions, on achète des rames, on achète des systèmes de signalisation ou d'autres systèmes industriels. Et en fait, moi, ce que je ne m'attendais pas, c'est finalement l'impact et l'opportunité que c'est au sein même de l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on a présenté finalement le CRA, ses impacts aux différents directeurs, qui finalement, des directeurs industriels qui vont être impactés indirectement, les matériels roulants, l'infrastructure, le juridique, tout le monde. Et en fait, on a réfléchi ensemble finalement de comment on allait se préparer à cette évolution, parce que, en fait, il faut le dire, le CRA va finalement obliger en fait, des industriels notamment, à vraiment se poser des questions, aller vers les vulnérabilités. Et donc en fait, il y a tout un travail finalement nous en interne de dire finalement voilà, comment on va finalement justement un peu plus industrialiser finalement notre gestion de patching par exemple, de s'assurer contractuellement finalement qu'on a bien mis les exigences en termes de cyber, de pouvoir finalement s'assurer que nos fournisseurs, notamment parce qu'on a des fournisseurs qui nous disent on a des systèmes industriels, des automates qui sont tellement vieux, obsolescents que pour les sécuriser ça va coûter trop cher donc on va les arrêter. Et donc il y a toute cette évolution finalement au sein de l'entreprise qu'il faut prendre en compte en termes d'impact. Alors le CRA, on a encore deux échéances assez importantes, mais une qui arrive sur cette année sur la gestion des vulnérabilités, mais 2027, fin 2027, on aura finalement le CRA complet qui va se déployer. Et donc voilà, donc, pour synthétiser, globalement, on a différents niveaux. Au niveau des appels d'offres, au niveau des exigences de cybersécurité, s'assurer que nos fournisseurs soient CRA finalement compatibles. Et au niveau des contrats, mettre des clauses spécifiques pour s'assurer que c'est bien fait, d'avoir une démarche globale. D'un point de vue du MCS, et là il y a un vrai sujet de fond, c'est comment on industrialise notre MCS, comment on gère notre vulnérabilité, notre patching, comment on a un problème aussi de fond. C'est-à-dire que si on se dit qu'on va avoir beaucoup plus de patchs, on ne va pas faire un patch chaque fois qu'on va recevoir un. Donc, comment on va faire une méthodologie finalement pour définir est-ce qu'on fait des packages de correctifs finalement, à quel moment on les fait, toute cette réflexion. Et puis après, tout le sujet aussi de financement, parce que c'est un vrai sujet de soutenabilité du MCS, notamment ça coûte un certain coût, ça a des impacts notamment concrets, c'est-à-dire que par exemple si on va mettre en mise à jour un métro pendant quelques temps, le métro ne va pas être accessible, donc il y a toute cette réflexion globalement
et notamment le financement à la fin autour de ça qui est extrêmement important. Voilà. Si je peux passer un message, c'est regarder le CRA, c'est une vraie opportunité et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Merci Loïs. Cybersécurité by design, dès la conception, c'est tout l'esprit du Cyber Resilience Act, et on voit que c'est très important parce que je me souviens qu'une attaque par DDoS des services sur le blog de Brian Krebs, c'était 150 000 caméras de vidéosurveillance chinoises non protégées qui ont permis justement d'attaquer. Donc en fait, on peut utiliser en relais des outils, des objets connectés qui ne sont pas sécurisés eux-mêmes, et donc on rentre dans une approche vraiment très systémique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'hyperconnexion, dans la relation humain-machine, mais dans une relation machine-to-machine, où finalement tout est en train de, comment dirais-je, de dialoguer au sein d'une entreprise, au sein, que ce soit dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'opérationnel. Hélène, vous avez, pardon pour ceux qui nous regardent depuis leur piscine ou leur hamac, Hélène nous a apporté une maquette très intéressante qui représente justement un petit peu l'entreprise, même l'entreprise, on peut dire élargie, puisque les transports, ainsi de suite. Et cette maquette qui est dans notre pièce, et nous regarderons tout à l'heure, elle nous montre bien justement que il faut savoir à un moment donné par quoi commencer. Comment commence-t-on finalement? Par quoi commence-t-on pour aboutir à une sécurisation de nos systèmes opérationnels, de nos systèmes industriels? Alors, on peut commencer par un asset qui n'est pas beaucoup représenté sur la maquette, que sont les petits bonhommes, qui sont les opérateurs sur ligne, qui en fait sont je sais pas, c'est un EDR couplé à d'autres outils de sécurité, c'est ultra puissant, c'est de l'humain. Et ensuite, sur la maquette, on le voit, mais globalement, l'idée c'est de savoir ce qu'on a à protéger, savoir au sens inventorié, mais aussi cartographié, parce que les systèmes industriels sont très complexes, ils sont non seulement obsolescents, mais ils se parlent les uns aux autres parfois de manière assez anarchique, parce que c'était plus pratique, parce que ça a évité un jour de tirer une fibre optique trop longue ou qu'on n'avait pas le budget génie civil pour le faire. Donc il y a cette partie-là. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre des outils de protection, mais de s'entraîner sur la reprise d'activité, parce que ça c'est un gros sujet, la reprise d'activité dans les usines. Moi j'ai l'exemple qui n'était pas une cyberattaque, un local informatique d'une usine lambda qui a brûlé, avec les sauvegardes qui étaient posées au-dessus de la baie. Donc c'est dommage, les sauvegardes ont brûlé avec le reste. Donc toute cette partie-là, en fait, il faut arriver à transmettre à chacun des maillons de la chaîne son importance, aussi bien sur le plan organisationnel que technique. Et c'est pour ça qu'au sein de Axiotique et l'association que j'ai montée cette année, on travaille aussi bien avec des industriels de terrain pour que nous, côté cyber, on apprenne en fait des process industriels, puisqu'on n'a pas l'humilité de dire qu'on ne sait pas tout et on a encore beaucoup à apprendre. Et sur une usine, en fait, ce qui est finalement ultra important, c'est encore une fois de comprendre le process de manière la plus chirurgicale possible, pour être capable d'apporter la réponse la plus précise possible. Parce que souvent, côté cyber, on se fait un peu challenger sur oui, mais vous nous empêchez de faire notre boulot. Là, c'est une formidable occasion de montrer que non seulement on peut éviter la catastrophe, mais en plus, on peut être un axe de productivité en simplifiant le système d'information. Et plus c'est simple, plus c'est facile à protéger. Et plus c'est facile à protéger, et normalement, mécaniquement, moins l'attaque a un impact in fine sur la production. Donc c'est une roue, c'est la roue du NIS2, c'est la roue de la LPM, enfin, on la connaît tous, celle-là, de l'inventaire jusqu'à la reprise d'activité. Mais en fait, il faut se la poser à chaque étape et sur le terrain. Je pense qu'il n'y a qu'une façon de vraiment protéger, c'est de le vraiment bien connaître. Merci pour ces éléments. On voit bien donc la prise de conscience, on voit qu'on est dans un système où on doit manager la complexité liée notamment à cette hyperconnexion.
Et on voit aussi qu'il faut agir de manière collective et collaborative et trouver des solutions. Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution seule ou est-ce qu'il faut la trouver à plusieurs? C'est tout l'intérêt du groupe de travail. Et Olivier, merci de nous le présenter. Ce groupe de travail construit par Exatrust avec plusieurs acteurs d'Exatrust pour apporter justement une réponse collective, chacun apportant une pierre, je puis dire, à l'édifice, une brique. Et c'est cette conjonction, ce montage de briques sur briques qui aboutit peut-être au mur protecteur. Oui, tout à fait. Fort de ce qui a été dit sur la gouvernance, sur la vision, sur la stratégie, sur l'audit, l'analyse et l'humain, enfin tous ces paramètres-là, il y a aussi quand même aussi un paramètre technique, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la typologie des attaques sur les grands systèmes industriels, en tout cas sur les infrastructures les plus critiques. On voit qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs vulnérabilités qui sont exploitées. Et enfin, je ne sais pas qui peut dire qu'il a la solution pour tout corriger, mais je ne pense pas que cette personne existe. Donc nous, en tout cas, on en est bien conscient chez Exatrust et on a une force de collectif. Notre slogan, c'est « L'union fait la force », qui est la devise belge. Et on est convaincu de ça parce qu'on est tous des spécialistes d'un certain domaine de la cybersécurité ou du cloud ou des plateformes collaboratives. Mais en tout cas, on a peut-être une vision sur un périmètre bien précis. Et évidemment, ce n'est pas du tout le périmètre qu'on évoque depuis ce matin. Donc c'est qu'en travaillant ensemble qu'on arrivera à donner finalement une vision exhaustive, en tout cas c'est notre souhait, ou en tout cas presque exhaustive, de qu'est-ce qu'on peut faire, à quel endroit pour corriger et effectivement simplifier, maintenir et sécuriser les environnements industriels. Donc comme je disais tout à l'heure, chez Exatrust, il y a 165 acteurs et dans le groupe de travail sur l'outil, on a réuni une petite vingtaine d'acteurs qui sont des spécialistes de l'outil comme Vincent ou des gens qui en font parmi leurs autres activités, typiquement comme nous, et dans différents domaines d'activité, que ce soit l'industrie qu'on évoque depuis ce matin ou des industries, parce que de l'outil, il y en a partout. Dans le secteur de la défense, par exemple, il y a aussi beaucoup d'outils, il y a aussi beaucoup de problématiques qui sont propres à la cybersécurité des systèmes industriels, notamment sur les contextes internationaux, avec des besoins de sécurisation sur des endroits qui ne sont pas du tout maîtrisés, parce que dans d'autres pays, etc. Donc on travaille aujourd'hui à un livrable, à différents travaux. Parmi ces travaux-là, on fera un livrable un peu comme on avait fait pour ce que j'évoquais tout à l'heure sur le Zero Trust. J'en ai deux là pour ceux qui veulent voir ce que ça pourra donner et qui sortira en début d'année à nos universités d'été le 10 septembre. Je ne sais pas si on peut les mettre, j'ai mis 3 slides dans la présentation qui devaient être cachées, qui illustrent un petit peu aussi les cartographies sur lesquelles on travaille pour essayer de donner des visions organisationnelles, fonctionnelles et techniques. Donc ici, en fait, l'idée, c'est de pouvoir exprimer le fait que les logos qui sont à droite, vous l'avez compris, sont des membres de l'association Exatrust, et on les a regroupés par domaine fonctionnel en disant que moi, je vais avoir des acteurs qui vont être spécialisés sur le durcissement matériel, par exemple, ce qu'évoquait tout à l'heure Vincent, d'autres sur la sécurisation des accès distants, d'autres sur l'accompagnement, que ce soit l'audit, la sensibilisation, la simulation, le conseil, l'intégration des solutions qui sont au-dessus. Donc effectivement, ça ne va pas sans la gouvernance, l'audit, la vision et tous les éléments qui ont été purement organisationnel exprimé, la réglementation, etc. Mais derrière, il faut bien, in fine, mettre quelque chose en place et établir une solution. Et une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, il faut qu'on trouve les outils qui vont savoir faire ça. Donc ça, c'est une vision, je dirais, plutôt par domaine fonctionnel. Peut-être la slide d'après donne une autre vision, qui est plutôt une vision dans laquelle je dis, bon, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois cartographier mes actifs, je dois connaître mon SI industriel, je dois superviser, détecter mes anomalies, je dois durcir, segmenter mes communications, je dois maîtriser mes accès distants. Donc par ces mots-là, je vais aussi avoir des solutions qui vont me permettre de répondre à ça. Et notre enjeu à nous, chez Exatrust, c'est de faire en sorte que ces acteurs-là soient pas juste des logos sur une planche comme ici, mais travaillent ensemble avec les utilisateurs, donc les communautés comme Axioti, le Césin et les groupes utilisateurs, pour qu'on ait une démarche intelligente, qu'on ne soit pas dans l'entre-soi et la consanguinité d'éditeurs, mais plutôt dans une réflexion utile en se disant, est-ce que ça fait sens qu'un tel travaille avec un tel pour fournir tel service? Si moi je dis à Loïs, tous là, on va tous mettre nos logs dans un SIEM et tu auras un super SIEM avec les logs de tout le monde, toi tu vas me dire, mon SIEM il va me coûter des millions d'euros de licence tous les ans parce que je vais mettre beaucoup trop de logs par rapport à ce que j'aurai réellement besoin, donc ce sera complètement idiot. Et donc c'est d'où l'intérêt de ce dialogue avec les utilisateurs pour faire en sorte que ces acteurs qu'on a mis dans certaines cases fonctionnelles puissent intelligemment collaborer ensemble, et c'est facile parce qu'ils font partie tous de la même association. Et la dernière carto, c'est celle qu'évoquait tout à l'heure Loïs, c'est le fameux Purdue Model pour ceux qui connaissent.
en disant dans ce modèle Purdue, tu pourras le commenter si tu as envie, mais tu l'as déjà fait un petit peu, qui fonctionne par couche et en ligne, vous devez voir la planche. On a aussi positionné les acteurs pour dire où est-ce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'au plus bas niveau du Purdue modèle, je vais avoir des gens qui vont surveiller effectivement les procédés physiques et puis les systèmes de contrôle de base, et plus je vais monter, plus je vais vers l'IT, et plus je vais trouver des solutions qui sont un petit peu plus classiquement connues dans le domaine de l'IT, moins spécialisées sur les protocoles industriels. Mais voilà, ces 3 cartographies, c'est juste pour illustrer qu'on a des acteurs spécialistes de certains domaines, qu'une usine, un environnement industriel, c'est complexe, qu'une attaque, ça exploite beaucoup de chemins, et qu'en fait, il faut pouvoir corriger et contrôler, je dirais, l'ensemble de ces chemins avec une vision assez claire. Et je pense qu'on en parlera après, mais l'intérêt aussi que ces acteurs présentent, c'est que ce sont tous des acteurs franco-européens, et donc là, derrière, on va toucher à des enjeux en particulier d'indépendance, d'autonomie, et pour pas dire de souveraineté, en tout cas sur les solutions qu'on va utiliser pour protéger nos environnements. Voilà, c'était 3 exemples de cartos qu'on prépare. Dans notre livrable, ce ne sera pas exactement celle-là, mais vous avez l'esprit, le fonctionnel, l'organisationnel, le technique. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les décideurs, une fois qu'ils ont la vision qu'on évoquait tout à l'heure, à pouvoir se dire, OK, maintenant, je mets quoi? Là, accompagné par des gens qui les accompagnent, qui les auditent et qui les conseillent pour sécuriser mon environnement correctement. Loïs ou Hélène, vous voulez ajouter un témoignage sur ce que ça vous apporte, justement, ce collectif et le pouvoir du collectif? Olivier a pas mal exprimé finalement. En fait, il y a plusieurs niveaux. C'est que, en fait, quand on veut faire de la cybersécurité, il y a l'outil, mais il y a déjà le processus, la gouvernance, on s'en expliquait avant. Donc, finalement, l'outil, la solution, quelle solution on va mettre en place? Il y a quelques années, clairement, on n'avait plus de solution française ou européenne qui existait. Je pense à Centrio, qui est un des derniers qui avait été racheté par Cisco, je crois. Voilà, c'était un sujet où on commence à se poser des questions en disant mais est-ce qu'on a encore des produits autour de la cybersécurité industrielle qui existent en France et en Europe? On voit clairement que ça accélère le sujet, il y a de plus en plus d'offres qui existent, alors, il y a déjà Wallis depuis longtemps, mais qui a par exemple accéléré sur les sujets industriels. Donc c'est vraiment pertinent, et je pense que nous, ce qu'on attend, mais c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait on attend de construire des solutions. Il y a pas mal d'initiatives, alors il y en avait pas mal par exemple en Israël avec Team 8 par exemple qui faisait ça. On voit en France commencer à émerger des boîtes qui commencent, je pense à Saigo, parce que j'étais il y a quelques jours entrepreneurs qui par exemple nous invitent pour réfléchir ensemble dès le début, dès la conception du produit, en disant qu'est-ce que vous avez besoin. Il y a des échanges avec Exatrust assez réguliers de finalement quels sont les besoins, et voilà. Donc nous on a besoin vraiment de pouvoir concevoir ensemble par rapport à nos problématiques qui sont très spécifiques, qui sont assez différentes du monde IT, et finalement d'avoir vraiment une offre aussi forte française et européenne. Pour finalement, que ça ne soit pas juste un produit qui est un produit mais qui répond à une autre. Je ne sais pas si Hélène, tu veux aussi rajouter. Effectivement, souvent, on manque aussi de connaître, quand on est dans des entreprises internationales, les entreprises un peu de niche, clairement, là sur le Purdue modèle, celles qui sont tout en bas du Purdue, généralement, elles ne sont pas tellement connues des sièges, donc c'est important aussi parce que parfois on cherche une aiguille dans une botte de foin en termes de solutions techniques, et typiquement moi je travaille avec des dossiers de sécurité usine où on modélise selon le Purdue modèle, selon différents niveaux de cartographie, selon les exigences de réglementation, etc. Et en fait, quand on retourne cette modélisation de tous les projets qui ont lieu dans une usine, qu'on y met de la cyber et qu'on cherche le produit un peu de niche pour faire quelque chose, souvent on le trouve ailleurs dans le monde, ou alors parfois on ne le trouve pas alors qu'il est à Paris, parce qu'il est un peu dommage, à Paris ou en province, peu importe, j'ai pas de préférence, mais en tout cas il n'est pas loin. Et du coup ça c'est toujours un peu frustrant, et à tel point que j'ai déjà vu dans une usine des automaticiens faire eux-mêmes des ruptures protocolaires à base d'automates, alors parce qu'ils ne savaient pas que ça existait en fait. Donc ils ont bricolé quelque chose, c'était ultra ingénieux de leur part, sans faire de la cyber au quotidien, mais en fait des outils qui permettent de faire ça, des diodes, on en a en France et on en a sur le marché. Donc c'est toujours un peu dommage de dire on a perdu beaucoup de temps alors qu'on avait potentiellement un produit qui pouvait convenir au contexte qu'on a. Et puis si je peux ajouter juste une petite chose aussi, ce qui est délicat dans les usines, c'est la somme des projets industriels
Et ce que disait Vincent, on ajoute ça avec la somme des projets de sécurisation. Et c'est assez dur en fait de tout modéliser. Et de plus en plus, de mon côté, mais chez d'autres membres de Axoloty, on travaille avec ces dossiers qui permettent de modéliser toute la sécurité d'une usine ou d'une infrastructure critique. Et ces dossiers-là nous permettent d'aller sur des choses qui sont hyper contextualisées et justement de ne pas tout mettre dans le même sac et de fatiguer très vite les populations industrielles qui ont déjà des prérogatives à gérer qui sont au-delà de la cyber. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette flexibilité mentale pour aller droit au but. Merci. Les 5 que nous venons de voir nous montrent bien finalement ce côté pulge. C'est chacun a une ou plusieurs pièces et c'est l'ensemble qui va donner de la perspective et qui va donner de l'efficacité. Donc merci Olivier d'avoir présenté cette initiative, ce groupe de travail. Et cette relation entre les offreurs de cybersécurité est importante, mais il y a aussi la question de la relation entre l'offreur de cybersécurité et l'industriel. Ça rejoint un petit peu un petit déjeuner qu'on avait eu il y a quelque temps sur la relation entre le RSSI et le COMEX. Finalement, quand vous êtes sur le terrain, Vincent, avec des industriels, c'est le RSSI, c'est déjà le COMEX. Est-ce que le COMEX a pris conscience de l'enjeu stratégique de la protection de l'outil, ou alors finalement ça reste un discours très technique avec le RSSI? La plupart du temps, effectivement, le RSSI porte le discours. Je pense qu'on a quand même une prise de conscience, on l'a dit depuis tout à l'heure, donc le COMEX aussi est plutôt très impliqué. C'est une relation claire dans l'entreprise, c'est une relation entre maintenant industriels et fournisseurs. On voit les choses plutôt bien évoluer, il faut être aussi assez positif. C'est vrai que pendant des années, on a quand même vu des appels d'offres entre industriels et fournisseurs finalement qui ajoutaient une ligne cybersécurité, soyez conformes, ou quelque chose comme ça. Et c'était pas forcément évident parce que côté fournisseur, il y a toujours aussi une réalité finalement dans l'appel d'offres où globalement il faut le gagner, il faut répondre aux exigences, mais si les exigences ne sont pas très claires, il faut aussi éviter d'être dépositionné. Donc même si le fournisseur savait pertinemment ce qu'il fallait mettre en termes de cybersécurité, si c'est pas trop bien défini, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que les choses changent quand même. Voilà, d'une manière générale, de toute façon, l'industriel maîtrise en général bien les risques. C'est quelque chose qu'ils savent faire, c'est leur métier, porte les risques. Et on voit de plus en plus effectivement les exigences qui sont de mieux en mieux déclinées, c'est-à-dire que voilà, ils vont quand même pousser, expliquer leur contexte, la réglementation qui cesse d'évoluer, et ça c'est aussi dans le bon sens. Ouais, c'est vraiment une relation entre les deux. Loïs parlait du Cyber Resilient Act, et c'est vrai qu'on voyait jusqu'ici des réglementations qui impactaient plutôt le côté opération, les opérateurs. Et aujourd'hui, on voit aussi la réglementation qui continue ce niveau-là, ça ne s'arrête pas bien entendu, mais ça évolue aussi dans le sens où finalement les fournisseurs sont aussi impliqués et doivent aussi garantir une partie de leur système avec un minimum de cybersécurité ou de gestion pour la partie vulnérabilité ou de MCS comme M. Loïs. Donc c'est vraiment un lien entre les deux qui est de plus en plus fort. On parle de supply chain la plupart du temps, mais voilà, dans une chaîne, il faut que tous les maillons soient forts, et heureusement, c'est assez positif. Merci. Peut-être Loïs, oui. Oui, ça me parle beaucoup ce que dit Vincent, malheureusement, je dirais. J'ai 2 cas très concrets en exemple qui montrent un peu le sujet. Alors, c'était il y a encore quelques années, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, j'ai fait plusieurs boîtes, ça devrait être simple de ne pas trouver. Mais on avait un type de boîtier qu'on vendait, un peu de l'échange sur des données industrielles ou industrielles, on va dire. Et en fait, on a audité en disant, bon, on va regarder ce que c'est. En fait, on a vu que, notamment, le niveau de chiffrement était extrêmement bas, c'était quelques bits. Et on a commencé à regarder, mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose, mais c'était pas très poussé. En fait, on a regardé que le cahier des charges, c'était écrit, donc le cahier des charges, c'était écrit par les équipes produits qui justement cherchaient un industriel, en fait, pour développer ce boîtier. Et c'était écrit, la sécurité doit être à l'état de l'art. Et en fait, l'industriel qui a gagné, il n'y avait pas de spécialiste cybersécurité. En fait, il dit, moi j'ai fait ce que je pensais bon, parce qu'on ne m'a pas spécifié ces exigences pour nous. Et donc il y a cette vraie nécessité que, notamment quand on est dans des groupes un peu plus importants avec des moyens, c'est vraiment d'être très concret dans les exigences. On parle beaucoup de normes, on parle beaucoup de réglementation, de choses comme ça, plutôt de normes qui sont très haut niveau, mais il y a un vrai sujet de fond, c'est de s'assurer, notamment c'est le rôle des grandes boîtes, des grands groupes, d'accompagner finalement aussi nos fournisseurs qui des fois n'ont pas de compétences cyber, d'être très concret, très spécifique, de les accompagner. Puis, deuxième exemple qui est un vrai sujet de fond un peu sur ce que je disais Vincent, c'est
Dans les appels d'offres qu'on a, pour les grands industriels font des appels d'offres pour pouvoir gagner, par exemple, des parcs éoliens, des choses comme ça où j'étais avant. En fait, quand on arrive, nous, en disant, pour info, nous, on voudrait rajouter de la cybersécurité. Ok, donc on travaille avec les équipes projet, on dit, ça coûte à peu près 1 million, 2 millions, 3 millions en plus du projet. Ils regardent, ils disent, oui, mais moi, je dois bider, en fait. Je dois être en concurrence contre d'autres personnes qui, eux, ils ne vont peut-être pas mettre autant, donc finalement, le prix va être plus cher. Mais comment on le justifie? Et donc, il y a tout un travail, justement, de s'assurer que finalement, les clients finaux, les États, tout ça, s'assurent aussi, et donc toute la norme va dans ce bon sens, je trouve, et toute la réglementation va dans ce bon sens, de s'assurer finalement que les exigences cybersécurité ne deviennent pas finalement un défaut, notamment en termes de prix, en termes de compétition, et finalement deviennent quelque chose d'un peu d'obligatoire en termes d'exigence. Et voilà, on commence vraiment à avoir ce schisme, et notamment NIS 2, CRA, périmètre Alten depuis pas mal de temps. Voilà, tout ça permet finalement d'aller là-dedans. Voilà. Donc finalement, c'est pas si simple quand nous on va faire de la cyber, où des fois on dit oui, mais la réalité commerciale ou contractuelle fait que des fois ça coûtera plus cher. Donc voilà, il faut des fois négocier, il faut trouver le juste milieu. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la relation entre les équipes terrain et les équipes cyber, qui ont des enjeux qui ne seront pas forcément les mêmes. Il y a une méconnaissance mutuelle de leurs enjeux. Comment on fait pour recréer du lien et pourquoi la relation est difficile à créer entre les deux, Hélène? La relation était difficile parce qu'en fait on a essayé d'opposer deux métiers au début, l'IT et l'outil. On s'est dit qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes prérogatives, ils n'avaient pas le même timing, ce qui est partiellement vrai. Et puis surtout côté cyber, historiquement, on s'est dit on a déjà tellement de boulot côté IT, l'outil on verra plus tard. Donc quand on allait les voir, c'était généralement simplement pour leur opposer quelque chose qui était mal fait. Je pense que nous, côté cyber, on a failli quelque part sur le fait de vendre, d'enrober notre métier pour le rendre plus sympathique. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire tout et n'importe quoi, mais personne n'a envie de se faire opposer des règles au moment où ça se passe mal, sans avoir été ni formé ni prévenu. Donc on souffrait de cette image côté cyber. Et puis je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais quand on ne s'intéresse pas profondément au métier et qu'on reste en surface de ce que fait l'entreprise avec, je vais dire n'importe quoi, on est présent dans X pays et notre métier c'est tel secteur d'activité. Moi je l'ai eu au début quand je suis allée en usine. Mon management m'avait dit mais tu vas te faire fusiller, enfin, tu vas y aller, tu vas rien connaître et ils vont sauter sur l'occasion pour te déboulonner. Et en fait, en adoptant une posture basse d'humilité et d'intérêt tout simplement, on m'a présenté les process, on m'a expliqué comment ça marchait, pour citer Lactalis, la fabrication d'un fromage à 400 000 unités jour. On m'a expliqué comment on traitait le lait de bout en bout. Après, il faut s'y intéresser, tout le monde n'a pas l'envie de s'intéresser à ça, mais quand on construit cette relation, après c'est gagné en fait. Il faut... moi, si je dois m'attribuer un tout petit mérite chez Lactalis, c'est le jour où l'industriel m'a appelé en disant « j'ai un nouveau projet ». Et en fait, super. Si ça se trouve, il y aura une toute petite analyse de risque parce que le périmètre est petit, ou alors ça va être colossal et on va avoir 3 ans de travail ensemble et on va apprendre mutuellement. Et c'est une vraie opportunité en fait de sécuriser dans la douleur et sans douleur. Et c'est un lapsus. Sans douleur justement et en montrant que la cybersécurité, moi j'y crois vraiment, c'est une conviction profonde que la cybersécurité peut être un axe de progrès, de productivité. On nous oppose tout le temps côté cyber qu'on n'a aucun ROI dans une entreprise, qu'on fait que dépenser de l'argent mais on ne sait pas ce qu'on rapporte. Et en fait quand on protège l'industriel et qu'on leur permet de dépenser moins d'argent pour faire la même chose parce qu'on a mieux sécurisé, mieux simplifié et mieux défini les architectures, c'est là qu'on a un vrai rôle à jouer, que c'est là qu'on joue, selon moi, notre mandat qui est de protéger l'outil industriel
et par ricochet l'outil français, en l'occurrence, quand on travaille dans des entreprises françaises. Et c'est là qu'est la résilience, en fait. Merci Hélène pour vos propos. Vous avez remarqué, enfin, nos amis qui sont en distanciel ne l'ont pas remarqué, mais nous ici, nous avons vu qu'à 3 reprises, les chevaux de la garde ont approuvé vos propos. Alors, on a parlé de l'IS 2, on a parlé évidemment des aspects que contient cette directive qui, si tout va bien, sera intégrée dans le droit français d'ici une quinzaine d'années. L'IS 2, c'est des entités essentielles, c'est des entités importantes, et c'est généralement dans les entités essentielles qu'on va retrouver justement cette informatique opérationnelle. Oui, c'est la question finalement que je pose à Olivier. On parle beaucoup de souveraineté, et c'est vraiment que beaucoup de ces entreprises essentielles contribuent à la souveraineté. On parle plutôt d'autonomie stratégique, mais on voit bien que dans le contexte géopolitique aujourd'hui, cette notion-là n'est pas, comment dire, à prendre, je dirais, enfin, il faut absolument en tenir compte, parce que c'est là que se joue sans doute notre capacité à continuer la vie de la nation. Je pense aux distributeurs d'eau, je pense aux opérateurs de transport, je pense à bien d'autres d'énergie. Tout ça, ça nécessite justement d'avoir une vision d'autonomie stratégique, et je crois que c'est un peu finalement ce qui est le fondement même d'Exatrust, cette volonté d'avoir à l'échelle de l'Hexagone, mais aussi à l'échelle européenne, une vision, je dirais, plus offensive en quelque sorte de cette autonomie stratégique. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on disait. Nous, on a d'abord une mission de faire connaître les solutions qui existent et qui sont françaises et européennes. C'est ce que disait Hélène tout à l'heure. Il y a peut-être des solutions dans la rue d'à côté, alors qu'on va les chercher à l'autre bout du monde. Donc ça, il y a un enjeu, enfin, je dirais, pragmatique et opérationnel qui est là, parce que l'enjeu qui a été rappelé, c'est la continuité d'activité, c'est la production. Quand on parle d'un RSSI IT et on parle d'un RSSI OT, moi, la question, quand je leur pose la question, c'est quoi votre enjeu majeur, il ne va jamais me dire c'est la sécurité. C'est d'abord la continuité d'activité, la production, le maintien en conditions opérationnelles et le MCS et aussi. Donc, sur les enjeux de souveraineté, ou appelons-le comme on veut, l'enjeu c'est déjà quand même de savoir est-ce qu'on maîtrise nos capacités. Est-ce qu'on est capable de dire est-ce que je maîtrise mes systèmes, où sont mes données, est-ce que je maîtrise qui va patcher mes systèmes, est-ce que je maîtrise mes dépendances, puisque là on a un enjeu très fort stratégique de production d'énergie, de transport, etc., qui fait que je ne peux pas dépendre de systèmes que je ne vais pas maîtriser. C'est-à-dire qu'un système industriel, il peut être hyper bien cybersécurisé, mais peut-être que stratégiquement, il peut être très vulnérable. Donc c'est là que l'enjeu de dépendance est très fort, et qu'il faut vraiment savoir à quel endroit on a mis des assets critiques et comment est-ce qu'on les a protégés. Parce qu'ils peuvent être protégés, comme je disais, avec une très bonne solution, mais si cette solution, elle dépend d'une législation extraterritoriale non européenne, si cette solution, quelqu'un demain peut dire je l'arrête, ou j'arrête de la patcher, ou le gars qui l'a racheté décide de la tuer ou de multiplier les prix par 10, toutes ces dépendances qui peuvent être stratégiques, économiques, tout simplement vitales pour le produit qu'on a racheté, vont poser quelques problèmes. Surtout qu'on évoquait qu'on parle de projets qui sont très longs. Et donc si on a passé des années à mettre en place des architectures de sécurité et que derrière tout s'arrête parce qu'on dépend de systèmes qu'on ne maîtrise pas du tout, ça pose un vrai problème. Donc je pense que l'enjeu il est vraiment là. Et l'enjeu pour Exatrust, c'est de faire connaître les solutions pour qu'on ne tombe pas dans ces dépendances, notamment juridiques et réglementaires, pour avoir un petit peu plus de maîtrise, parce que je pense que l'enjeu d'indépendance et d'autonomie stratégique, il est extrêmement fort dans certaines industries en particulier. Merci. Je pense que si on veut laisser le temps à Hélène de faire sa démonstration, on peut passer aux questions de la salle. Alors, Sarah, si vous pouvez prendre un micro. Je vois que Catherine me fait un petit signe. Comme c'est toujours la première question qui est la plus difficile, merci d'assumer cette tâche redoutable. Le micro ne marche pas du tout. Non, c'est bon, ça marche, mais il faut le mettre bien sous la... Là, je l'ai allumé. Ça marche mieux. Forcément, c'est jamais connecté, ça. Oui, alors je suis Catherine Gabel, l'Agence nationale des fréquences, directrice adjointe de contrôle du spectre. Et ma question concerne
les liaisons sans fil, les brouillages qui sont souvent une menace oubliée. Or, le délit de service dans la continuité d'activité, c'est quand même assez intéressant pour tout ce qui est industriel ou les infrastructures. Quand on parle d'inventaire des systèmes d'information, systèmes opérationnels, est-ce qu'on fait bien aussi l'inventaire des liaisons sans fil, mais aussi bien sûr des vulnérabilités, des dépendances, des importances et des fréquences utilisées? Parce que les brouillages sont pas souvent malveillants, ils peuvent l'être, donc c'est pas terrible, mais même s'ils sont pas malveillants et que c'est une mamie qui met un brouilleur dans sa pot de fleurs devant chez elle pour éloigner les jeunes, ou si c'est un chauffeur-livreur qui se gare avec un brouilleur GPS qu'il ne devrait pas avoir parce qu'il ne peut pas donner les horaires à son employeur, qui ne peut pas être traqué, qui s'installe à côté d'un data center qui est synchronisé en GPS, ou d'une antenne relais 5G TDD synchronisée en GPS qui va tomber, on a eu des cas. Donc, voilà. Tout ça a des effets assez importants. Donc, est-ce que dans l'awareness, et là je parle comme le philosophe Jean-Claude Van Damme, un philosophe belge bien connu, je pense qu'il faut être aware aussi de cette menace. Donc, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Le GSMR là, qui n'a pas fonctionné, la panne en Allemagne qui a fait arrêter les trains toute une nuit. Bon, le brouillage GSMR, c'est quelque chose qu'on traite régulièrement. Voilà, donc tous ces enjeux, et le GPS en particulier, donc simplement, l'ANFR existe en tout cas, voilà, pour rassurer tout le monde. S'il y a des brouillages, faut-il effectivement avoir la conscience et savoir superviser son réseau? On est là, il faut vous alerter. On résout 99% des cas de brouillage. Voilà, donc quand même, je prends le côté positif. Mais c'est comme le réseau LoRa, on a eu 120 cas de brouillage à un réseau LoRa en France. On a eu que 120 cas, on va dire, parce que c'est des tondeuses connectées, on en a dans des milliers. En fait, on a traité que ceux qui nous ont signalé, qui nous connaissaient, un opérateur en particulier. Mais voilà, donc c'est juste important d'y penser. On a déjà traité des réseaux des brouillages de 5G industriels, donc voilà. Mais juste prise de merci, conscience, parce que voilà, sur le sujet. l'une d'entre vous peut répondre. Ouais. Moi, je réponds très rapidement, mais je suis complètement en ligne. Et tout à l'heure, c'est Louis qui évoquait la partie cartographie. Il y a des outils qui existent depuis très longtemps sur la partie test d'intrusion, sur la partie wireless, protocole sans fil, etc. Mais il y a aussi des outils qui commencent à sortir sur la partie cartographie avec du wireless, donc c'est très connu. C'est vrai que jusqu'ici, on n'était pas très outillé, mais on le faisait quand même malgré tout. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, il y avait une question sur les vulnérabilités en termes d'audit. Et j'aurais pu le dire parce qu'on l'a vu, mais de manière assez fréquente, finalement, des routeurs 4G, oui, ça existe, qui bypassent complètement la sécurité, ça on l'a vu. Aujourd'hui, il y a aussi il y a quand même dans les usines, on peut le dire, c'est pas une surprise, il y a du Wi-Fi, donc après, voilà, il est sécurisé souvent de la bonne manière, ou sinon l'audit le démontrera, peu importe. Mais globalement, il y a aussi des attaques qui peuvent fonctionner avec des drones qui positionnent des AP dans les usines, des choses qu'on a déjà vues. Donc de toute façon, le wireless, c'est très clairement quelque chose de plus en plus regardé. Et vous avez parlé de LoRaWAN, c'est pareil, quand on fait des audits, on a toute la partie effectivement IIoT. Et globalement, sur la partie LoRaWAN, tout ce qui est 802.15.4 et tous ces protocoles qui en découlent, et effectivement, il y a des gros sujets. Pour la plupart du temps, les chiffrements ne sont pas forcément suffisants. Les IoT qui sont positionnés ne sont pas suffisants non plus en termes de certificat ou de chiffrement sur le certificat, chiffrement de surface et plus TPM, on en trouve rarement. Donc il y a encore un gros travail là-dessus, ça c'est certain, mais je trouve que ça commence à arriver. En tout cas, il y a des outils qui arrivent même pour la cartographie qui commencent à travailler sur la partie wireless. En fait, c'est pas du tout ça. C'est encore une erreur sur le sujet, je suis désolée. Il y a encore une erreur sur le sujet. C'est pas du tout le chiffrement qui est très important. Moi, je parle pas d'attaque des données, même le LoRa, en ce moment on fait des faux signaux GNSS, effectivement ça peut être ça. Mais simplement de disponibilité. Je coupe une fibre, on comprend tout de suite. Je fais un brouillage, je coupe la liaison. Donc en fait c'est beaucoup plus basique et peut-être bête, mais c'est vachement important. Et ça c'est complètement, à mon avis, oublié parce que c'est un boulot d'opérateur. Et en fait les systèmes d'information, maintenant les DSI, se retrouvent à plus avoir que du Wi-Fi, mais être vraiment opérateurs avec une exigence qui est pas... Déjà les opérateurs... ils ont des équipes pour ça, c'est vraiment très complexe, mais c'est plus ce côté plus basique, mais néanmoins qui parle important. Merci. Autre question? Louis, tu voulais apporter une précision? Ah oui, monsieur. Bonjour, Arnaud Lemoine, RSS Aéronautique. J'ai une question toute bête, c'est que est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des PME et ETI industriels,
est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience de l'OT, ou est-ce que l'OT c'est the new IT? Donc il y a un RSSI IT qui on a donné l'OT, donc il y a une gestion par exemple qui va être classique avec ses propres critères. Exemple tout bête, je vois rarement des analyses d'impact qui prennent la partie safety véritablement quand on est en train de travailler sur la partie audit. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Pour commencer à répondre, je pense, moi je pense notamment à pas mal de fournisseurs, de petits fournisseurs qui sont des PME en Ontario. C'est pas ça. Oui, c'est bon. En fait, je pense que ça dépend du secteur. Ça dépend les fournisseurs. Enfin, concrètement, s'ils sont des fournisseurs, et c'est aussi le rôle, j'en parlais tout à l'heure, des grandes entreprises, finalement, je donne un cas très concret, excusez-moi, alors qui n'est pas un petit, mais c'est les turbiniers. C'est plutôt pas mal quand je faisais l'éolien. Quand j'allais voir les turbiniers, donc en Suède, à peu près partout, en fait, ils me disaient, mais vos exigences cybersécurité, nous, on les veut. Parce qu'en fait, alors c'était plutôt les équipes cyber, en fait, ils disent, nous, quand on va demander du budget en fait, aux équipes de direction et tout ça, si finalement le client ne demande rien, finalement, c'est pas la priorité en termes de budget. Et je pense que c'est aussi notre rôle, nous, d'industriels, alors qu'on a des fournisseurs, c'est le cas des fournisseurs, de justement des exigences, on expliqué un peu tout à l'heure en exigence, s'assurer que la cybersécurité soit prise en compte. Après, pour les non-fournisseurs, ça dépend vraiment de la maturité des sociétés. Moi, j'ai vu des sociétés où ils étaient 50 et il y avait une personne dédiée sur la cyber parce que le patron avait vu le risque, avait eu des problématiques et notamment avec ses pairs, il y a eu des vrais sujets de boîtes fermées à cause de ça, sur des sujets outils, sur des usines, des petites usines. D'autres moins. Donc je pense aussi le rôle va des NIS 2, enfin pas tous entité essentielle, entité importante bien sûr, mais voilà, ça dépend le contexte et je pense que pour les fournisseurs c'est notre rôle nous grande entreprise et ceux qui ne sont pas fournisseurs c'est une communauté, c'est de pousser des messages et que le risque cyber c'est plus un truc de niche, je pense qu'on en parle partout. Et, voilà. Ce que je vois c'est quand les patrons sont sensibilisés, on voit les choses émerger, d'autres il y a des boîtes, c'est vrai qu'il n'y a rien pour l'instant. Et pour la partie safety, je sais que tu voulais réagir. Ouais. En fait, pour la partie safety, alors spécifiquement pour les ETI et PME, on le prend en compte. Je me fais l'écho des membres de Axioti quand je dis ça, parce que Axioti, les membres qui sont je vais dire des praticiens de la cybersécurité, parce qu'en fait, il n'y a pas que des RSSI qui font la cybersécurité dans les entreprises, vont avec moi, mais surtout sans moi, dans les organisations professionnelles qui représentent des métiers pour justement s'adresser à des PME et des ETI qui n'ont pas forcément le loisir ou même la connaissance typiquement de ce type de rencontres parce qu'ils sont un peu exclus des circuits habituels auxquels nous on est habitués. Et sur la partie safety, en fait, si on ne l'inclut pas dans l'analyse de risque, on passe complètement à côté parce que c'est le propre de la cybersécurité d'avoir des impacts sur le monde physique et c'est le propre de l'outil de manager du monde physique par essence. Donc effectivement, la prise en compte de la partie physique, safety, elle est, si l'analyse de risque ne l'explore pas, a priori, elle est, c'est mon avis, elle est incomplète. Juste peut-être un tout petit complément aussi sur votre question, monsieur. En fait, nous, Exatrust c'est un cluster et l'intérêt c'est que ce cluster-là, il va parler à d'autres clusters et nous, on a un intérêt réel à faire en sorte qu'on tisse des relations entre Exatrust et le Césin, entre Exatrust et Axioti, avec aussi d'autres organisations professionnelles qui ont des membres qui sont des TPE, PME, du monde industriel en particulier. Nous, nos membres, ils ne peuvent pas parler en gré à gré avec les membres d'une association comme l'UIMM sur la métallurgie, Nuclear Valley sur le nucléaire ou l'Exera sur les automates. Par contre, ces associations-là, ces clusters-là, ils ont eux-mêmes beaucoup de membres. Et en fait, si on tisse des relations dans une discussion d'association à association, on peut toucher plus facilement les membres et faire en sorte de les outiller aussi avec des outils, par exemple, de diagnostic. Par exemple, voilà, donc en fait, on a tout un catalogue d'offres d'association à association qui vont servir les intérêts de leurs membres. Donc dès lors qu'une TPE-PME, elle fait partie d'un cluster quel qu'il soit, eh bien, on a tout intérêt, nous, à créer ça
pour justement travailler sur cette sensibilisation, faire connaître les offres, les solutions, les méthodes, etc. et tout ce qui peut exister en matière de compliance à la réglementation NIS2, CRA, etc. ou tout simplement cybersécurisation de nos systèmes industriels. Donc si vous faites partie vous-même d'une organisation comme ça, n'hésitons pas à en parler et on vous dira si on a des relations avec eux et si on n'en a pas, on peut les créer pour justement aller évangéliser et peut-être aussi créer ces ponts entre nous. Autre question? Pas d'autres questions dans la salle? Ah si, une question au fond. Bonjour, Patrice Prin, Société ICOM, spécialisée en communication industrielle. Alors ma question c'est par rapport, on voit notamment sur le modèle Purdue, c'est vital de sécuriser toutes les couches du modèle pour segmenter chaque couche avec des pare-feux, plein de solutions existantes sur le marché. Et alors c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas trop saisi dans vos discours. Qu'est-ce qu'on sécurise bien les flux nord-sud par rapport aux flux latéraux est-ouest? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les acteurs commencent à prendre conscience ou ça reste encore marginal dans ce que vous voyez? Alors, juste en introduction, après peut-être tu voudras répondre, Vincent. Nous, en tout cas, chez Exatrust, notre cartographie, elle n'est pas exhaustive sur l'ensemble des sujets qui peuvent concerner la sécurisation d'une usine. Elle est déjà très complète, ça c'est mon point de vue personnel, mais par contre, il y a peut-être encore des trous dans la raquette, soit sur des nouvelles types d'attaques qui arrivent, puisque aujourd'hui, les groupes cybercriminels développent, grâce à l'IA notamment, des rançongiciels spécifiques au monde de l'industrie, spécifiques à certains protocoles industriels, peut-être sur lesquels il n'y a pas forcément encore de réponse. Donc c'est tout l'enjeu de ce groupe de travail et des discussions qu'on peut avoir avec des clubs d'utilisateurs pour identifier les trous dans la raquette qu'on a et compléter le catalogue Exatrust avec des solutions franco-européennes qui vont adresser cet environnement-là. Dans le Purdue modèle de tout à l'heure, le petit logo tout en bas, eux ils sont sur les signaux électriques par exemple. C'est-à-dire détecter finalement une anomalie de consommation électrique d'un automate qui peut correspondre peut-être à un dysfonctionnement qui peut être, je dirais, mécanique, mais qui peut être aussi lié à une cyberattaque. Donc on a des techniques, je dirais, qu'on continue finalement, on continue d'accepter des nouveaux membres pour justement compléter et combler les trous dans la raquette en question. Peut-être sur une réponse plus technique. Juste avant de passer à oui, c'est un sujet. Ouais, bon, oui, c'est un sujet. Enfin, concrètement, on n'a pas parlé de VLAN, VRF, etc. Mais aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est pas, on n'a pas une cybersécurité finalement par couche Purdue, mais aussi finalement par isolement, par finalement bulle fonctionnelle, etc. Donc oui, bien sûr, c'est de l'architecture un peu. Enfin, on fait pareil sur le sujet IT que sur OT, on revient sur le même sujet. Voilà, donc voilà, pour répondre concrètement à la question, oui, je laisse Vincent uniquement quatrième carton. Non, mais, un peu comme Loïs, effectivement, je pense qu'il y a une évolution depuis des années sur la partie cybersécurité, donc c'est plutôt assez logique. On voit encore une majorité de segmentation et de filtrage sur la partie nord-sud. Est-ouest, on commence à le voir. Après, c'est pas quelque chose de si évident. Tout à l'heure, je parlais des projets en amont et ce que j'ai pas forcément dit, c'est qu'il y a quand même aussi des liens entre les disciplines. Quand on architecture un système industriel, je pense que c'est important de travailler aussi avec les ingénieurs au niveau procédé, au niveau safety, etc. Donc tout est lié. Donc, forcément, quand on va commencer la segmentation Est-ouest, il va falloir commencer à travailler entre les procédés, interprocédés, les échanges inter-contrôleurs, inter-PLC, etc. Mais il y a de plus en plus aussi de technologies qui aident à ça. On voit de plus en plus de réseaux SDN, Software Defined Network, qui sont plus deny by default, qui sont maintenant positionnés aussi au niveau des usines. C'est-à-dire qu'on va plutôt définir les flux un à un plutôt que les filtrer. Et donc, dans ce sens-là, oui, on le retrouve de plus en plus. Eh bien, chers amis, nous arrivons au terme de ce petit déjeuner. Je voudrais remercier, vous pouvez les applaudir, nos intervenants. On portait un regard croisé sur les enjeux de cette informatique opérationnelle. Merci à Mélissa pour son animation, la préparation de ce petit déjeuner. Et puis, nous allons nous retrouver, bien sûr, après les vacances. Nous avons mérité les unes et les autres les vacances. Je crois qu'on peut dire que le 10 septembre, la station F Exatrust a ses universités d'été. Le 18 septembre, ici, nous aurons notre premier petit déjeuner de la rentrée scolaire, si je puis dire, sur un thème qui restera encore à définir. Le 7 octobre, sauf erreur de ma part, nous serons avec nos amis de Futura, avec lesquels nous sommes partenaires
sur le thème des wallets publics et privés. Et voilà. Et puis nous aurons après un autre petit déjeuner InCyber aussi, et dans le courant du mois d'octobre. Le mois d'octobre sera un mois riche parce qu'il y a aussi le forum du Creusot, où vous êtes bien sûr invité, il suffit de prendre le TGV, c'est à 1h15 de Paris. Mais voilà, donc nous vous souhaitons de très bonnes vacances. J'espère que vous aurez un temps, je vais dire, plus clément, parce que là, franchement, aujourd'hui, nous avons vécu pendant 1h30 presque dans un sauna, mais ça fait du bien. Tu payes pour aller dans un sauna, nous, c'était gratuit. Donc, une bonne journée à toutes et à tous, et puis à ceux qui nous regardent depuis leur pièce climatisée, dans leur piscine ou sur leur hamac, eh bien, continuez comme ça, et j'espère que ce petit déjeuner vous a apporté les informations que vous attendiez. Mélissa? Ah oui, alors, pour ceux qui sont ici, bien sûr, Hélène va nous présenter sa maquette. Pour ceux qui sont loin de nous, désolé, mais on vous racontera. Voilà, merci.